Bonjour à tous. Merci à Sergipi de nous réunir autour de ce thème et puis de commencer avec le témoignage d'Irène. On peut pas espérer mieux. Merci encore à toi, Irène, pour ce combat de 14 ans, je crois, déjà, et qui a permis en France de quand même faire bouger beaucoup de choses, comme il a été dit, notamment à l'agence. Et malheureusement, il y a encore du chemin à faire, mais c'est pour ça qu'on est là aussi ce matin ensemble. Donc moi, je vais parler de la recherche, donner des informations un peu en complément par rapport à cette influence des firmes sur la recherche. Et puis, je parlerai aussi un petit peu de quelques actions du FormaDep, notamment sur la formation initiale. Donc, alors c'est un comble parce que j'ai oublié de faire ma déclaration d'intérêt, de public d'intérêt sur Archimède, donc vous m'excuserez, mais je vais la faire maintenant. Donc, moi, je suis rédacteur de Prescrire. C'est ma source de revenus, mon unique source de revenus. Je suis aussi membre de la Troupe du Rire qui fait le petit livret que vous connaissez sans doute, Pourquoi garder son indépendance par rapport au laboratoire pharmaceutique. Voilà, et puis je suis du coup vice-président maintenant du FormaDep depuis notre dernière AG. Et je m'occupe surtout des questions de formation initiale au FormaDep. Du coup, on va commencer avec les essais cliniques parce que c'est quand même le cœur, le nœud du problème au niveau de la recherche. C'est que les laboratoires ont une influence sur les essais cliniques de plus en plus forte. Donc vous voyez là, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs les références que j'ai mises. Mais en gros, là, il y a 6 fois plus d'essais aux États-Unis qui sont financés par les firmes que par les hôpitaux universitaires. Et voilà, donc ça amène à ça a différentes conséquences, et notamment ce qu'on appelle le funding effect, c'est l'effet financement, avec des résultats qui vont être plus en faveur des intérêts des financeurs, donc des industriels, que s'ils sont faits sur fonds publics. Et la non-publication des essais, donc environ 30%, notamment des essais négatifs. Alors, il y a plein d'autres techniques d'influence, notamment le lissage de données, ce qu'on appelle le lissage de données, qui est une manière de poser les bonnes questions dans le design de l'essai clinique et de mettre les bons comparateurs, voilà, toute une méthodologie qui va favoriser finalement des conclusions positives pour les industriels, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, j'avais essayé de synthétiser ça au début de ma thèse, voilà, que vous trouvez sur le site du FormaDep. Donc, pour revenir sur le biais de publication, donc le cas d'école type qui avait été publié dans le New England Journal of Medicine en 2008 par Eric Turner, c'est le cas des antidépresseurs. Donc là, vous voyez, c'est les publications qui ont été faites dans des journaux médicaux. Donc voilà, il y en a quand même essentiellement des positifs, puis quelques négatifs. Donc avec ça, on peut se dire que les antidépresseurs ont quand même vraiment un intérêt assez évident. Sauf que voilà, ça c'est la version par contre de la FDA, avec beaucoup plus d'essais négatifs, comme vous le voyez. Voilà, et donc ça montre quelque chose de vraiment très important à prendre en compte, qui est ce qu'on peut voir comme face immergée dans les publications, dans les revues, mais en fait, il y a plein d'autres essais qui sont aussi à prendre en compte, mais qui n'apparaissent pas forcément dans les bases. Alors, on pourrait se dire que c'est quand même positif parce que l'agence du médicament, elle, au moins, a accès à une plus grande totalité des données. Mais comme il a été rappelé dans une question précédemment, en fait, là, une étude récente qui a été mise en avant par Prescrire dans le numéro de mars dernier, on arrive à la conclusion que finalement l'évaluation clinique des médicaments avant l'autorisation de mise sur le marché est de plus en plus insuffisante. Et ça s'explique par tout un tas de facteurs, mais surtout le fait que les industriels ont demandé à ce que les délais
d'évaluation soit de plus en plus court parce que, bah, évidemment, pour eux, le temps, c'est de l'argent et plus le délai va être long, et c'est autant d'argent qui n'est pas fait en mettant le médicament sur le marché. Et cette pression a été adoptée aussi parce qu'il y a eu des politiques plutôt en faveur des industriels, enfin bien en faveur des industriels et du marché aux États-Unis, et puis en Europe globalement aussi. On observe la même chose en Europe. Et aussi grâce à d'autres stratégies, notamment l'instrumentalisation de groupes de patients ou même la création complètement fausse de faux groupes de patients pour défendre en fait l'innovation thérapeutique et la mise sur le marché de médicaments pour répondre soi-disant à l'intérêt de ces patients. C'est ce qu'on appelle l'astroturfing, cette fausse création, cette instrumentalisation des groupes de patients. Donc voilà, en tout cas, il ne manque pas de ressources et d'imagination pour faire avancer leurs intérêts. Donc, il y a aussi le spin. Donc là, on voit 50% des conclusions et résumés d'essais négatifs sont rédigés de telle sorte qu'ils font apparaître les résultats comme positifs. Donc ça aussi, c'est quand même assez fort. Ça m'intéressera d'ailleurs que vous me disiez à la fin voilà, si les éléments que je présente vous sont connus ou pas. Je me demande si on en parle dans les cours de lecture critique d'articles ou à d'autres moments de votre cursus. Voilà, ça c'est une question que moi j'aurais aussi pour vous. Et puis, ce fameux ghostwriting, donc là, une publication dans PLOS Medicine de 2007, qui met en avant que 40% des articles scientifiques publiés à des périodes clés peuvent être faits en sous-main, donc en ghostwriting, pour façonner l'opinion des médecins ou des agences. Donc le ghostwriting, qu'est-ce que c'est? C'est des agences spécialisées qui vont écrire des articles scientifiques de très bonne facture, hein, la plupart du temps, qui vont être favorables à un médicament. Ces agences sont financées par les firmes, ou ça va être un rédacteur d'articles qui est directement financé par des firmes, comme on le verra après. Et ces articles sont envoyés à des grands professeurs de médecine qui n'ont juste qu'à poser leur signature. Donc évidemment, c'est gagnant-gagnant pour les firmes et les médecins concernés qui acceptent ces pratiques frauduleuses. Parce que évidemment, ça leur fait gagner du temps et en même temps, ils ont des super bonnes publications. Ça les fait inviter à des congrès, ça les fait monter dans la hiérarchie de leur spécialité. Et c'est comme ça que le médecin et spécialiste d'éthique Howard Brody dit qu'on sélectionne une élite médicale voilà, non vertueuse avec ce type d'incitation. Et évidemment, plus on accepte ce genre de pratique, plus on peut monter dans la hiérarchie. En tout cas, ça peut le favoriser. Et après, on peut se retrouver à siéger dans des groupes de travail pour émettre des recommandations de bonnes pratiques ou ce genre de choses. Alors, je vais vous donner un exemple concret de ghostwriting que j'ai trouvé hallucinant. Donc voilà, donc ça c'était sur l'usage de la paroxétine dans la dépression chez les adolescents. Alors, vous voyez cette publication-là qui date de 2001 avec 22 grands noms de la psychiatrie, beaucoup d'Américains. Donc, quelque chose d'assez impressionnant. Hein. Cette publication a vraiment fait un tournant dans la prise en charge des adolescents. Donc, voilà, elle a joué un rôle important. Et en fait, heureusement, des médecins critiques ont fait un gros travail. Ils ont demandé à avoir accès aux données brutes de cet essai. Je vais rester pour l'instant sur la diapo précédente. Et ils se sont coltinés les 77 000 pages, j'ai bien dit 77 000, donc vous voyez, c'est énorme. Pendant un an, ils ont épluché ça, et ils se sont rendus compte en fait que, il y avait tout un tas de problèmes, dont un qui est que en fait, aucun des 22 articles des 22 noms et d'auteurs de cet article n'a écrit une seule ligne de cet article qui avait été rédigé en fait par quelqu'un engagé par JSK. Alors, c'est complètement fou. La Peter Doshi fait partie des deux médecins qui ont enquêté là-dessus. Et dans un article du BMJ là, de 2015, que je vous invite vraiment à lire, là, No Correction, No Retraction, No Apology, No Comment, il dit en fait que suite à leur enquête, qui a été publiée dans le BMJ, en fait, il n'y a eu aucune réaction. Tout le monde a fait l'autruche.
Et en gros, ça a été passé sous silence. Il y avait tellement d'enjeux de carrière. Enfin voilà, on peut imaginer qu'en tout cas, ça mettait vraiment beaucoup de gens mal à l'aise. Mais personne n'a réagi. Il n'y a pas eu de rétraction, il n'y a pas eu d'article, il n'y a pas eu. Les universités n'ont pas adopté de sanctions par rapport aux professeurs concernés, etc. Donc là aussi, on voit quand même qu'il y a quand même du souci. Donc ça, c'était la une du BMJ qui abordait ce problème de la paroxétine. Je vous ai mis un lien par rapport à une conférence qui a été donnée à Lyon en 2019 de David Healy, qui avec Peter Doshi ont justement enquêté sur ce dossier-là. Alors c'est comme Irène, quoi. C'est vraiment comme avec le Mediator, quoi. C'est vraiment une enquête policière et c'est vraiment incroyable. Je vous invite, si vous avez 1 heure à consacrer, c'est une des présentations, des conférences qui m'a le plus marqué, moi, ces dernières années. Et les sous-titres sont aussi en français. Donc, vous verrez, c'est quand même assez incroyable. Avec notamment aussi ce fait que ça a pu, comment dire, ils ont pu trouver des choses grâce aussi à une journaliste qui, elle aussi, a commencé à enquêter là-dessus. Et elle s'est rendue compte que dans les données brutes, en fait, les médecins, enfin les médecins soi-disant, en fait, euh, enfin en tout cas, voilà, au niveau des données brutes, je sais pas si c'est sans doute quand même les médecins évidemment qui ont donné accès à des données brutes. Eh ben, il y avait des patients qui ont été dit, après avoir reçu le médicament, qu'ils étaient labiles. Et Peter Doshi et David Healy n'ont pas trop tiqué quoi, sur ce terme labile. Enfin, labile en anglais, je pense qu'on dit labile aussi en français. Et en fait, c'est la journaliste qui dit, mais ça veut dire quoi ça? Et donc, elle allait poser des questions aux auteurs, quoi. Mais les auteurs n'ont pas répondu pendant longtemps, longtemps. Puis elle a fini par creuser, creuser, creuser. Et en fait, derrière la bile, en fait, le terme de la bile désignait des tentatives je ne sais plus si c'est tentative de suicide ou suicide. Mais voilà, un des deux, mais en tout cas quelque chose de vraiment grave pour le médicament. Et ça avait été une des techniques utilisées voilà, pour ne pas plomber le médicament. Ça fait partie du lissage de données dont je parlais tout à l'heure. Mais ça, justement, c'est David Healy précise tout ça dans sa conférence. Donc, après, bon, alors, il y a plein d'autres techniques. Ça, vous avez sans doute entendu parler aussi du disease mongering, donc la fabrication de maladies. Donc, en fait, depuis des décennies, les industriels ont quand même du mal à sortir des médicaments vraiment intéressants. On parle d'innovation à longueur de temps, mais en fait, quand on observe bien, on constate plutôt une panne de l'innovation qu'une réelle innovation. L'innovation, c'est quand même quelque chose de magnifique, on pourrait passer des heures à parler dessus. Par contre, ils ont été très innovants dans le sens où ils se sont dit, voilà, mais développer un nouveau médicament, c'est très cher, très long et hasardeux, c'est même pas sûr qu'on y arrive. Donc, autant on va développer en fait une maladie, on va essayer d'accroître notre marché comment dire, en façonnant des nouvelles maladies ou en baissant les seuils à partir desquels on va traiter pour qu'il y ait plus de monde qui rentre dans la prise en charge. Voilà, donc ça a été c'est des stratégies qui se font aussi avec des leaders d'opinion, avec des publications dans des congrès. Et puis, par exemple, on va dire que, alors pour le Viagra féminin, je crois que l'idée c'était de dire que 51% des femmes souffraient de frigidité et du coup, voilà, elles avaient besoin d'une médication pour remédier à ce problème-là. Heureusement, là, c'est aussi des journalistes d'investigation qui ont réussi à inventer tout ça. En fait, c'était Boehringer, le laboratoire Boehringer, qui voulait replacer un antidépresseur, d'ailleurs, si je me rappelle bien, qui donc le repositionner comme le Viagra féminin. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Donc là, il y a aussi différents exemples et Plus One a consacré une collection, donc Combating Disease Mongering, avec une série d'articles si vous avez envie de creuser cet aspect-là. Donc, on parle des firmes, mais évidemment, malheureusement, il y a des médecins qui participent aussi activement à ces stratégies marketing, donc les fameux leaders d'opinion ou leaders d'opinion clés, comme les Key Opinion Leaders. Donc, un papier de prescrire qui date un petit peu maintenant, mais je n'ai pas trouvé de référence plus récente, disait que c'était quand même plus de 30% du budget marketing des firmes, donc c'est quand même pas rien. Et évidemment, ils ont un rôle considérable en propageant
des informations avec toute l'autorité que d'autres médecins peuvent leur conférer, qui se comprend, mais malheureusement qui pose d'autant plus de problèmes. Et du coup, ça pose la question aussi justement de la validité des recommandations de bonne pratique, où on va trouver justement ces grands professeurs et ces leaders d'opinion. Et vous voyez là, je vous ai mis une référence de 2013 du BMJ, Why We Can't Trust Clinical Guidelines, de Jan Lanzer, Jan Lanzer qui fait partie vraiment des contributeurs à des journaux médicaux qui étudient ces questions de près. C'est toujours, ouais, enfin, j'aime beaucoup Jan Lanzer, parmi plein d'autres. Et pour continuer sur ces recommandations de bonne pratique, je vous ai mis une publication plus récente. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la date, mais là, c'est de 2021, c'est tout frais, hein. C'est une publication qui date de 2020. Une revue systématique de bonne qualité, comme le dit Hervé Maisonneuve. Je ne sais pas si vous connaissez ce blog Rédaction Médicale, qui est vraiment un bon blog que je vous recommande, qui fait des bonnes chroniques sur l'intégrité scientifique et l'indépendance. Et donc là, cette revue systématique dit en gros que oui, les conflits d'intérêts influencent vraiment les recommandations de tout type, et ce n'est pas que les recommandations de bonne pratique, c'est aussi d'autres recommandations qui font office d'autorité. Donc, il y a eu aussi, par rapport à, j'enchaîne avec l'influence des paiements sur les prescriptions. Là, il y a eu aussi une revue systématique qui est parue fin de l'année dernière, en 2020. C'était assez riche en termes de publications là, ces derniers temps. Et les auteurs aboutissent à différentes conclusions qui sont fortes. Je vous ai mis un petit passage. Voilà, je vous le lis, on peut le lire ensemble. Les arguments en faveur des financements en provenance de l'industrie n'ont plus de poids à la lumière des preuves disponibles. Accepter ces financements ne peut plus être rationalisé comme étant bénéfique ou même acceptable. Les médecins prêtent serment d'œuvrer dans le meilleur intérêt de leurs patients, un serment qu'ils prennent avec sérieux. Le problème qui doit maintenant être résolu est que toutes les preuves disponibles suggèrent que les paiements de l'industrie pharmaceutique aux médecins sont contradictoires au meilleur intérêt des patients. Une interdiction des liens financiers entre l'industrie et les médecins peut sembler drastique, mais elle est la seule réponse appropriée. Alors ça, c'est pas dans l'article, c'est dans un article de presse où Mitchell et Kornstein, qui font partie des auteurs principaux, ont publié un article dans Stat News. Et déjà, c'est intéressant de voir qu'ils arrivent à la conclusion qu'il faudrait interdire ces liens parce que les médecins d'eux-mêmes ne font pas la démarche nécessaire. Et c'est un peu malheureusement ce qu'on observe aussi en France après 10 ans d'affaires du Mediator. Donc il y a eu l'interdiction, vous savez sans doute, pour les étudiants en médecine de recevoir des cadeaux suite à des amendements dans la loi à partir de 2019. Mais en fait, il faudrait sans doute élargir ces interdictions aux seniors et même revoir si, parce qu'il y a tout plein de dérogations dans cette interdiction, et sans doute qu'il y aurait des dérogations à ne pas accepter. Et en fait, les auteurs, là, ils disent qu'ils ont fait donc, une revue systématique avec 36 études. Et donc, ils disent que le lien est tellement fort qu'on peut penser même que le lien est causal, que c'est plus qu'une corrélation, c'est vraiment un lien de causalité qui se dessine tellement les résultats sont forts. Donc, il y a toujours cette discussion qui revient que non, il faut des liens, que voilà, c'est bon pour l'innovation, que de toute façon, moi, j'ai ma posture éthique, comme disait Irène, et j'ai mon esprit critique, je sais trier le bon grain de livret. Mais en fait, depuis des décennies, et ça ne fait que se confirmer de plus en plus fort, en montrant que non, les liens, recevoir de l'argent des firmes, que ce soit à travers des cadeaux ou pour des prestations de consultants, etc., ça a des conséquences très fortes. Et ça se voit sur les prescriptions qui sont de moins bonne qualité pour des médicaments plus chers, dans à peu près toutes les spécialités. Je vois des commentaires, j'y reviendrai si vous voulez bien à la fin de la présentation. Donc cette fameuse innovation, voilà, qui sert quand même un petit peu en gros, c'est le mot un peu magique, hein, et de plus en plus, et c'est pas que en médecine, hein, c'est dans tout, hein. En gros, il faut de l'innovation pour la croissance, pour la compétition, pour tout un tas de choses, quoi.
Et donc, on n'y échappe pas dans le domaine de la santé, même si, comme je le disais tout à l'heure, c'est loin d'être une évidence. Et donc, je vous ai mis là ce petit, ce tout petit résumé tiré aussi de l'analyse de Prescrire. Entre 2002 et 2016, 52% des nouveaux médicaments n'apportaient rien de nouveau, 1% une avancée réelle et 6% un avantage. 15% n'étaient pas acceptables selon la revue. Donc voilà, on est loin d'être dans une innovation vraiment criante d'évidence. Donc, avec tout ça, quand même, on pourrait se dire que bah voilà, les médecins, quand même, devraient vraiment organiser comme un Vatican II pour l'Église, quoi. C'est quand même une sacrée, sacrée crise et il y a quand même une sacrée chose à remettre en question. Mais bah voilà, malheureusement, c'est pas ce qu'on observe majoritairement. Donc, il y a eu quelqu'un qui a publié le bingo des conflits d'intérêts dans le BMG qui s'amusait à faire un article là-dessus avec un petit peu les phrases qu'on entend tout le temps. Donc voilà, la transparence est suffisante. L'innovation, vous voyez en bas à droite qui revient. Non, mais je suis assez critique pour pouvoir faire trier le bon grain de livret, etc., etc. Donc moi j'aime bien le remettre toujours ce petit bingo là qui permet de faire de manière un peu humoristique. Voilà, c'est un petit peu la liste des arguments TOC. On pourrait appeler ça comme ça, des arguments en TOC, mais qu'on entend encore tout le temps, malheureusement. Je vous ai mis encore aussi une petite... oui, alors après, on va passer un petit peu aux solutions, mais je vous mets encore un petit peu un petit peu de contenu. Je vous ai mis cette citation de Marcia Angel, que vous connaissez peut-être. C'est l'ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui est aussi enseignante à Harvard. Et dans un article, vraiment un super article que je vous invite à lire, on l'a traduit en français, je crois qu'il est sur notre site, sur le format DEP, Drug Companies and Doctors, A Story of Corruption. Donc elle dit, il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie de la recherche clinique publiée ou de se fier au jugement de médecins de confiance ou à des recommandations de bonnes pratiques faisant autorité. Je ne prends aucun plaisir à cette conclusion que j'ai atteinte lentement et à contre-cœur au cours de mes 2 décennies en tant que rédacteur en chef du New England Journal of Medicine. Donc là aussi, voilà, quand on a des choses comme ça date déjà de 2009. Ça paraît voilà, quand même hallucinant que les choses continuent à aller comme elles vont, quoi. Bon, là, voilà, je vous ai mis une autre citation de Richard Smith, qui était aussi un ancien rédacteur en chef, mais lui du BMJ, qui dit à peu près la même chose. Donc pour vous dire voilà, qu'il y a énormément d'autorités qui ont tiré la sonnette d'alarme bien comme il fallait, quoi. Si vous avez envie de creuser toutes ces questions, il y a ce livre qui est paru l'année dernière de Legion of Evidence-Based Medicine qui permet voilà, de manière synthétique de voir un peu tous les travers que l'evidence-based medicine comporte, même si c'est ce qu'on a aussi, même si c'est très important, hein, c'est une méthode qui reste vraiment importante, qui permet aussi, grâce à des essais cliniques indépendants bien faits, de remettre en question des traitements et d'avancer, mais elle est tellement aussi instrumentalisée et dévoyée qu'il faut vraiment être très attentif et faire très attention pour ne pas se faire piéger. Je vous ai mis aussi cette publication. Je ne sais pas si vous connaissez Vinay Prasad, un jeune médecin qui a même pas encore 40 ans, américain, et qui fait un travail magnifique. Il est cancérologue et il a déjà plus de 200 publications de premier rang à son actif. C'est vraiment un gros bosseur et chercheur. Et voilà, et les problématiques d'indépendance lui tiennent vraiment à cœur. Donc c'est d'autant plus intéressant et précieux ce qu'il fait. Et dans ce bouquin, Ending Medical Reversal, il aborde un point qui peut être intéressant pour vous qui êtes intéressé à la recherche, c'est le fait qu'il y a beaucoup de médecins qui vont adopter en fait des pratiques alors qu'elles vont pas être basées sur juste parce qu'elles sont nouvelles ou qu'elles paraissent avoir une certaine logique pharmacologique, biochimique, etc. Donc ils vont adopter des nouvelles pratiques et qui vont parfois durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à ce qu'un essai clinique vraiment rigoureux va être fait et qui va montrer qu'en fait ça apportait rien, voire au contraire que ça avait supplanté une pratique antérieure qui était plus intéressante pour les patients. Et du coup, c'est ce qu'il appelle les medical reversals, donc je ne sais pas comment on appelle ça, les revers médicaux. Et il invite vraiment les médecins à faire attention à adopter justement des nouvelles pratiques, vraiment quand elles sont basées sur des preuves solides. Et aussi, la contrepartie de ça, à l'effet inverse, c'est aussi, on a des exemples que
il y a eu des essais cliniques qui ont montré que justement des traitements n'étaient pas très intéressants, notamment par exemple l'essai All Hat qui a été publié dans le JAMA en 2001, qui s'intéressait au traitement contre l'hypertension. Et ils avaient comparé quatre traitements, deux nouveaux très chers et deux anciens pas chers du tout. Et en fait, contre toute attente, en fait, c'est les anciens pas chers qui étaient vraiment les plus intéressants. Et malgré cet essai, qui a beaucoup fait parler de lui, en tout cas dans la communauté scientifique à l'époque, eh ben, les médecins, majoritairement, ont continué à prescrire les nouveaux, parce que les nouveaux, ben, voilà, il y avait un marketing autour d'eux, ils étaient promus par la visite médicale, etc., tandis que les anciens, ben, évidemment, ils intéressaient beaucoup moins les industriels. Et donc, c'est là aussi où on montre que même avec de la très bonne science, eh ben, les pratiques ne suivent pas toujours derrière, parce que justement, il y a toute cette machine marketing qui arrive à très bien faire son travail. Ça c'est, je vous ai mis juste un petit tweet par rapport à la formation médicale continue pour vous dire que voilà, c'était, ça y échappait pas non plus. Mais on va avoir Marco Romero qui va nous parler avec la FACRIP, peut-être qu'il abordera cette question vu que ça fait partie des axes de la FACRIP. Et voilà, je termine vraiment très brièvement avec quelques actions du FormaDep. Donc, le FormaDep, on existe depuis 2004. Ça a été créé par le médecin généraliste Philippe Foucras. Il y a environ 150 membres, essentiellement des médecins, mais aussi des citoyens, des patients. Et donc, on essaye un petit peu d'être vraiment actif sur ces thématiques-là. Et donc là, on avait fait une action sur la transparence, où en fait, en 2007, on a fait un recours devant le Conseil d'État, parce que dans la loi Kouchner de 2002, il était dit que justement les professionnels de la santé devaient déclarer leur lien d'intérêt quand ils faisaient une intervention publique parlant de médicaments, mais en fait personne ne le faisait. Et du coup, on a fait ce recours devant le Conseil d'État. Et en fait, en quelques jours, on a eu les décrets d'application de la loi. Enfin voilà, il y a eu la loi, mais il n'y avait pas eu les décrets, donc on a dû les obtenir par un recours en justice. Et après, on a fait une action pour vérifier si cette loi était appliquée, et malheureusement, elle n'était pas appliquée. On avait fait un recours devant, par l'entremise de Que Choisir, le FC Que Choisir, devant une instance ordinale. Et voilà, après, bon, ça n'avait pas vraiment donné de suite, mais on avait essayé de pousser un peu le bouchon, et il y avait eu un article dans le BMJ sur cette action. Oui, juste un petit tweet aussi là, de Margaret McCartney, qui est une médecin généraliste qui fait un gros travail sur l'evidence-based medicine en Grande-Bretagne. Et là, il y a quelques jours, elle a posté ce tweet: Making a declaration of interest does not equal managing that interest. Also, lots of financial conflict of interest are avoidable, which means amazingly that you can avoid them. Et ça montre encore qu'on est vraiment qu'on a vraiment besoin encore de ce changement de culture qui est loin d'être une évidence, et qu'en gros la transparence peut même servir d'arbre qui cache la forêt en disant bah non non voilà, moi j'ai déclaré mes liens, donc il n'y a plus de problème. Et ça, c'est un problème encore qu'on rencontre très fortement aujourd'hui. Donc, on a fait des actions aussi par rapport aux recommandations de la HAS. On a fait aussi un recours devant le Conseil d'État parce qu'on avait montré que le groupe de travail qui avait émis ces recommandations, et notamment sa présidente de séance qui n'avait pas le droit d'avoir des conflits d'intérêts majeurs avec le médicament étudié, n'avait pas respecté le code de déontologie de la HAS elle-même. Donc, c'est quand même ballot. Et donc, le Conseil d'État nous a donné raison. Et il y a 6 recommandations qui avaient été abrogées par la HAS. Et puis, pour finir, voilà, on a fait depuis 2017, on fait un travail sur la formation initiale. Donc, on a repris une action faite par les étudiants américains de l'American Medical Student Association, l'AMSA, qui fait un classement des facs chaque année. Enfin, elle a arrêté depuis 2014-2015, mais de 2007 à 2014, elle a fait ça chaque année pour essayer de voir si les facs avaient une politique de gestion des conflits d'intérêts, et si c'était le cas, si elle était de qualité, avec des critères clés. Et en 2007, quand ils ont fait ça la première année, il n'y avait aucune fac qui faisait quoi que ce soit pratiquement. Et en 2015, il y avait les 2 tiers des facs qui avaient une politique voilà, qui était vraiment acceptable, voire jugée vraiment très correcte. Donc ils ont réussi en 10 ans à faire évoluer les choses. Donc nous, on a repris ce même concept, et on a fait notre premier classement qui a été publié dans PLOS ONE en 2017, qui a entraîné tout un mouvement. Il y a eu un écho médiatique assez fort autour de cette étude, et la conférence des doyens a réagi en publiant une charte éthique et déontologique dont vous avez sans doute entendu parler, de 14 pages, qui est déjà vraiment intéressante. Et donc, depuis maintenant, depuis cette date-là,
On fait toujours un classement. Là, on vient de publier notre troisième classement, là, il y a quelques jours, vous l'avez peut-être vu passer. Et le changement, c'est qu'on n'essaye plus de mesurer s'il y a une politique ou pas, mais l'application de la charte éthique. Donc, on est passé à un degré au-dessus et on est les seuls à le faire dans le monde, pour l'instant, voilà, à essayer de mesurer la mise en application concrète de la politique. Et bon, voilà, ça va doucement. Pour l'instant, les résultats, voilà, ça va très lentement, mais il y a quelques progrès et on espère que ça continuera comme ça. On a fait aussi un classement des CHU qu'on a publié aussi dans PLOS ONE en 2019, si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est le classement 2021, puis là il y a la liste des critères, puis il y a toutes les notes et puis nos conclusions en dessous si ça vous intéresse. Voilà, il faudra aller sur la page pour en savoir plus. Et puis je voulais terminer encore par une citation donc, du professeur Bernard Lowe qui a dirigé le gros rapport de l'Institute of Medicine de 2009, qui est un peu le plus gros rapport existant sur le sujet des conflits d'intérêts. Et dans la conférence de presse suite au rapport, à la sortie du rapport, il a dit cette phrase qui est toujours aussi vraie aujourd'hui et inspirante, je trouve. Il est temps de mettre fin à un certain nombre de pratiques reconnues de longue date qui créent des conflits d'intérêts inacceptables, menacent l'intégrité de la profession médicale et érodent la confiance du public tout en n'apportant aucun avantage significatif aux patients ou à la société. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Paul Schaeffer, de ta présentation. Il y a eu pas mal de commentaires qui sont arrivés au fur et à mesure, des commentaires ou des questions. Peut-être commencer par la question. Alors, sur la transition, je pense sur comment faire une note un peu amusante, mais comment peut-on se faire confiance à soi-même si on ne peut pas faire confiance aux recommandations? Voilà, comment finalement je ne peux pas faire confiance aux opinions de leaders, comment je ne peux pas faire confiance aux recommandations de bonne pratique parce que je vais avoir des doutes. Que dois-je faire? Peut-être avec aussi une réponse avec Irène Frachon en parallèle. Irène, tu veux commencer? Alors, je voulais juste, avant de commencer, pardon, une petite remarque pour vous dire à quel point les conflits d'intérêts, c'est quand même quelque chose de très, très dur à évincer, enfin les biais induits. Sur le blog d'Hervé Maisonneuve, vous verrez au moins 2 posts dans lesquels il relaie des livres négationnistes sur l'affaire du Mediator et sur lesquels il demande où sont les faits. C'est-à-dire qu'il y a une remise en cause totale de l'affaire du Mediator et il précise qu'il a été consultant pour Servier mais que ça n'influence en rien le contenu de ces commentaires. Donc, vous voyez que c'est compliqué vraiment pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez me reposer la question à laquelle vous m'avez demandé de réagir? Parce que j'ai pas tout... Allez-y. C'était pour rebondir avec une interrogation un peu... voilà. Comment peut-on se faire confiance envers soi-même si je ne peux pas avoir confiance auprès des leaders d'opinion, les recommandations de prendre pas de pratique? Comment puis-je me positionner, moi, en tant que professionnel de santé, pour mes patients lors de ma prescription? Mais d'abord, c'est très désagréable parce qu'on ne peut pas se faire confiance à soi-même, en fait. C'est quelque chose qui est très déplaisant et qui nous met en situation d'inconfort tout au long de notre vie professionnelle. Et je pense qu'il faut qu'on admette cet inconfort professionnel qui est une charge mentale lourde pour les médecins. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, en fait, je laisserai plutôt la place à Marco Romero, c'est-à-dire que c'est vraiment la recherche incessante de sources d'informations indépendantes. Et ça, je pense que Marco aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, moi je veux bien rebondir aussi. Bon, déjà, merci Irène de cette précision là par rapport au lien entre Hervé Maisonneuve et Mediator, c'est hallucinant. J'avais pas noté ça. Ça me questionne beaucoup. Et sinon, en tout cas, en fait, cette question, d'autres soignants, d'autres médecins j'arrive pas à le dire, se sont posés, ont été confrontés au même problème il y a déjà 40 ans, et pour y répondre, ils ont créé Prescrire. Et vous, au moins, vous avez la chance d'être les héritiers de cette génération-là qui en avait marre d'être tributaires de l'information des firmes et qui se sont dit, on va essayer de créer un journal vraiment solide
fait par des soignants, pour les soignants, voilà, de manière indépendante. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment dire que Prescrire a fait la preuve voilà, de la qualité de son travail, même si voilà, c'est sans doute pas parfait, mais quand même, ils font un travail considérable. Et au moins, vous avez cet outil-là avec d'autres. Il y a les revues de Cochrane qui souvent sont utiles, etc. Mais quand même, Prescrire, en gros, essaie de vous mâcher tout le travail et, à mon avis, peut vous faire gagner du temps considérablement parce que vous n'avez pas, voilà, vous avez pas forcément le temps de lire tout un tas de choses et en ayant quand même cette confiance qu'ils font un travail sur lequel vous pouvez vous baser, quoi. Moi, je suis pas médecin, donc je suis pas confronté à ces problèmes directement, mais c'est ce que j'entends autour de moi, et puis c'est ce qui me paraît quand même évident voilà, comme outil à privilégier. Mais après, c'est vrai que Philippe Foucras, ça me rappelle un article que j'aime bien qu'il avait écrit dans une revue d'éthique publique canadienne qui s'appelait La résistance des soignants, qui est aussi très inspirant. Moi, quand j'avais un coup de mou, des fois, je lisais cet article, ça me reboostait. Et il parlait de l'arme de l'humilité, en disant que, en fait, pour lui, pour les médecins, c'est très important de rester humble et de se dire que justement, en tant que médecin, on va faire des erreurs. Il y a toutes ces influences qui fait qu'on peut des fois, être influencé. Et par rapport à cette culture un petit peu du médecin qui doit tout savoir, qui sait tout, et aussi des attentes de la société qui, en gros, voilà, un médecin, justement, il va m'aider, il sait énormément de choses. Et voilà, garder cette arme de l'humilité, pour lui, c'était très important, et ça me semble évidemment aussi un point important. Merci. Un peu une double question qui fait un peu rebond, c'est notamment les recommandations de bonnes pratiques. Tout d'abord, du point de vue des médecins, je crois d'un point de vue des pharmaciens. Voilà, un des intervenants nous pose la question, elles nous sont opposables en tant que praticiens, d'un point de vue médico-légal, et comment faire justement si on observe des difficultés, en tout cas on des doutes, en tout cas peut-être sur le plan de la transparence, voire même des conflits d'intérêts, comment se positionner, nous, en tant que praticiens, peut-être plutôt sur le plan médico-légal, je ne sais pas si il y aura la réponse sera possible ou pas. Et enfin, l'autre partie, c'était pour le pharmacien, le secret professionnel opposable au pharmacien, afin que les données de prescription ne soient pas transmises aux industries pharmaceutiques et visiteurs médicaux. Voilà, comment faire? Yann, tu veux commencer? Non, moi je vous laisse vous exprimer sur les bonnes pratiques. Je suis pas. Moi non plus, c'est vrai que sur ce plan-là, je ne pourrais pas vraiment dire de choses précises. J'ai pas vraiment entendu, et ça m'intéresse, peut-être que vous avez des cas précis, mais j'ai pas vraiment entendu de médecins sanctionnés ou voilà par rapport à ces recommandations qui sont opposables. J'ai l'impression que tant qu'il y a une argumentation basée justement sur l'évidence-based medicine pour des traitements et une prise en charge, j'ai l'impression que voilà, ça suffit. Mais peut-être qu'en effet, il y a déjà eu des cas qui ont montré que de suivre vraiment le protocole et les recommandations étaient vraiment jugées indispensables. Là-dessus, je n'ai pas vraiment d'exemple. Il y a peut-être d'autres participants qui peuvent faire des commentaires plus éclairés, Peut-être Adrien, parce que je le vois faire des posts. Ouais, je me taisais un peu en me disant que peut-être qu'il y avait d'autres personnes que ça intéresserait plus que moi de répondre à cette question. Mais oui, effectivement, comme je l'ai mis, il faut remettre les recommandations à leur place. Il y a une devise en médecine qui dit les recommandations sont au service des médecins et pas l'inverse. Concrètement, la première chose aux gens que je réponds aux étudiants qui ont peur de ne pas suivre les recos à la lettre, c'est regarde autour de toi. Regarde autour de toi, quelle est la proportion des médecins qui suivent les recos? Parce que là, on est entre jeunes chercheurs, entre universitaires, et donc on les connaît tous par cœur, mais concrètement, suivre la reco, c'est plus l'exception que la norme. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas des procès qui pleuvent. Ça, c'est une autre chose que je dis aussi aux étudiants.
un médecin sur deux est confronté à une plainte au cours de sa vie. Donc ça, vous dites, ouh là là, j'ai peur, c'est le discours de la peur que prônent les assureurs. Et je ne vais pas citer l'assureur principal, mais vous savez tous de qui je parle. Et en fait, 98% de ces plaintes ne sont pas des plaintes pénales. Donc en fait, sur 98% de ces plaintes, vous n'avez rien à craindre parce que c'est des plaintes au civil et c'est uniquement cet assureur qui va payer. Donc 98% de 50%, ça fait que 1% des médecins sont confrontés à une plainte au pénal dans leur vie, ce qui est rarissime. Et une fois de plus, si vous regardez autour de vous le nombre de médecins qui font des pratiques bien moins bonnes que les vôtres, il n'y a vraiment pas de raison que vous ayez une plainte au pénal. Donc déjà, cette peur de la plainte, il faut la prendre, la poser de côté et ensuite aller de l'avant et avancer sereinement dans notre pratique. Enfin, les discordances en fait avec les recos, vous voyez bien quand il y a une des recos absurdes qui sortent, vous en avez tous une qui sort en tête, comme celle qui a été retirée là pour la dépression. La HAS avait dit à partir du 2e épisode de dépression, le patient est considéré comme dépressif à vie et a traité donc à vie par antidépresseur. Donc ça a été retiré il n'y a pas longtemps, enfin pas longtemps après grâce au travail du FORMADEP. Merci à nouveau. Vous voyez bien que vous n'allez pas aller en prison pour n'avoir pas fait cette surprescription évidente, d'autant plus qu'il y a tout un faisceau d'arguments qui disent que c'est évident et que vous pouvez facilement vous défendre avec les articles de prescrire, avec les articles scientifiques que vous avez. Donc vraiment se rappeler, les recommandations sont au service des médecins et pas l'inverse. Voilà, c'était ma réponse. Mais je suis disponible pour en discuter, pour en débattre avec d'autres personnes. Merci Adrien. D'autres commentaires de nos présentateurs sur ce point-là? Moi, j'ai une question, parce que je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas revu d'autres questions particulières. Sinon, n'hésitez pas à le mettre dans je n'hésiterai pas à le lire. Ma question concerne un peu tous les présentateurs, et il fera un peu le lien avec la suite de la loi de 2019, justement, auprès des étudiants en médecine, que ce soit les externes, les internes, qui ne peuvent plus recevoir de façon, on va dire, directe des cadeaux de la part des industriels. Déjà, est-ce que, premièrement, on a un recul vis-à-vis de ceci, c'est-à-dire est-ce qu'on a un effet? Bon, on est à peine 2 ans, il y a la Covid qui est arrivée. Et puis parallèlement, est-ce qu'on a observé des choses, des mécanismes particuliers de contournement de cette loi? Alors, je vais faire juste un petit commentaire, Irène. Effectivement, cette mesure a été très intéressante à observer parce que les effets de cette mesure qui ont été, c'était un amendement qui est passé pendant l'été et ça a été la gueule de bois et ça a permis de mesurer le fait que les industries étaient extrêmement présentes auprès de la formation des étudiants en santé et notamment il y a eu une levée de bouclier de la part des internes en chirurgie parce qu'on s'est aperçu que la majorité des formations sur des matériaux, sur des techniques, etc., étaient en réalité totalement financées par les industriels, ce qui pose d'énormes problèmes actuellement de prise en charge de ces formations. Et je pense que ça a eu l'intérêt justement de mettre crûment en évidence la dépendance à la formation très importante dans certaines spécialités vis-à-vis de ces financeurs privés. Mais la solution n'est pas encore là. Il y a beaucoup de détournements via des associations de seniors, etc. Enfin, on comprend que tout à coup, ça a été le vide et beaucoup de difficultés. Donc, je pense que ça a vraiment pointé des dérives qui étaient devenues déjà la norme. J'ai rien à ajouter de plus, moi. Pardon, excusez-moi. Ce que je pourrais rajouter, c'est que en fait, c'est surtout le rôle des universitaires de faire la formation pour les internes, quoi. Et je pense que certains l'ont oublié. Et quand les internes, quand on leur parle et quand on leur parle de ça, et qui se plaignent de ne plus pouvoir faire de formation, je leur rétorque que ce n'est pas le rôle des industriels de leur faire de la formation, mais que c'est le rôle des universitaires et que
Et que pour faire cette formation, il n'y a pas besoin d'être dans un grand hôtel avec des petits fours. On peut se mettre dans une salle d'amphi et puis de faire de la formation, hein, des enseignants, quoi. Donc c'est aussi aux universitaires de se remettre en question et de reprendre un peu la main sur la formation de leurs étudiants, quoi. Je vais faire une toute petite remarque complémentaire qui m'a beaucoup aidée finalement, probablement sans que je m'en aperçoive. Ce qui montre d'ailleurs que les enseignements reçus quand on est jeune étudiant en santé sont les plus marquants. Et là, je renvoie encore bien sûr à la FACRIP et à l'importance de cette formation initiale. Ma patronne, ma grande patronne, si je puis dire, puisque c'est à partir d'elle que j'ai fait de la pneumologie, qui est le professeur Isabelle Cobarère à l'hôpital Foch. Quand j'étais jeune interne, nous avions l'interdiction absolue de rencontrer des visiteurs de l'industrie, de recevoir des petits fours. Enfin, il y avait vraiment une étanchéité totale par rapport à l'industrie. Et le simple mot de cette patronne était « ça n'est pas à l'industrie de vous former ». Et c'était dans les années 90. Voilà, je ne l'ai jamais oublié. Merci beaucoup. Une remarque est arrivée après, donc de Frédéric. La recherche est sous-financée par les organismes publics, et en plus ça rejoint une question que je voulais dire, car ce financement est nécessaire pour publier. Ces publications permettent une source de revenus aux laboratoires et aux universités. Cela permet également d'avoir des postes d'enseignants-chercheurs. L'université a donc un intérêt direct à trouver des financements auprès des laboratoires. Alors, la question, comment faire en sorte que le financement par les laboratoires n'impacte plus, ou alors, en tout cas moins l'université, et favoriser les comportements vertueux? Et sous-entendu, pourquoi on n'a pas plus de financement à l'université pour pouvoir proposer des actions à nos étudiants? Alors, moi, j'ai juste une remarque à faire. Là, on est clairement dans le domaine de la politique. Et donc, c'est en se tournant vers nos politiques, en les interpellant, que l'on pourra faire évoluer des situations vis-à-vis desquelles nous sommes aujourd'hui effectivement complètement désarmés, et les universités en premier. Mais là, il y a des postures politiques fortes. Je pense qu'on est sur un terrain politique au sens noble. Paul, le micro est coupé. Désolé, je l'avais coupé parce que ça faisait. Oui, pardon. Oui, je veux bien aussi rebondir sur cette question de la recherche. En fait, évidemment, là, la question de la recherche publique et du financement par le gouvernement, par nos impôts à nous, revient tout le temps. Et en fait, par exemple, si on prend le cas de l'Italie, où il y a eu un scandale sanitaire au début des années 2000, il y a eu une loi qui a été votée qui a fait une taxe de 5% du budget du promotion, de promotion en fait, marketing de toutes les firmes pharmaceutiques présentes en Italie. Et cet argent était directement dirigé vers la recherche, environ 80 millions d'euros par an. Et ça a permis de faire des recherches, notamment sur les maladies orphelines et d'autres domaines, avec vraiment des publications intéressantes, avec des résultats qui ont été publiés dans la décennie qui ont suivi. Donc là, voilà, on voit aussi que quand il y a de l'argent public, les chercheurs peuvent faire des travaux sans doute de qualité intéressante plus intéressante pour les patients. Et il y a eu un article dans PLOS ONE sorti vraiment tout récemment, vous le trouvez sur notre fil Twitter où on fait une veille scientifique, là, le fil Twitter du Formandep, qui dit bien que, en fait, vu que les industriels qui financent la majeure partie des essais cliniques, c'est eux aussi qui contrôlent l'agenda de la recherche et qui orientent l'agenda de la recherche vers ce qui les intéresse eux et qui pose vraiment un gros problème. Donc, c'est clair qu'il y a un enjeu dans le financement de la recherche aussi qui est très important et les gouvernements ont plutôt tendance à promouvoir le partenariat public-privé et à orienter vers les industriels, ce qui est pas du tout souhaitable. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, c'est à nouveau Irène, très rapidement. Dans l'affaire du Mediator, je reviens sur le terrain politique, constater que les médecins sont très présents dans les cercles du pouvoir, que ce soit dans les assemblées nationales, au Sénat et dans les cabinets ministériels. Et à l'époque de l'affaire du Mediator, ils étaient tous là à la
pour protéger les intérêts industriels. Et d'ailleurs, ça a abouti à ce scandale du Sénat quand on s'est aperçu qu'il y avait une véritable entente pour que le rapport du Sénat protège Servier des accusations dont il était l'objet. Et je pense maintenant, a posteriori, j'ai compris qu'il s'était passé strictement la même chose au sein de l'Assemblée nationale. Donc, c'était aussi à nous, les professionnels de santé, les médecins, de ne pas laisser ce terrain ouvert à ceux qui viennent de nos rangs uniquement à la défense des intérêts privés. Oui, je rajoute juste un tout petite chose. En fait, j'ai mis un article que j'aime beaucoup sur la formation médicale continue de Pisacane, qui date de 2008, mais qui est vachement toujours aussi pertinent et intéressant. Donc voilà, je vous l'ai mis un peu plus haut. Et je viens de mettre aussi un lien vers une série d'articles du BMJ toujours. Le BMJ, c'est quand même la revue qui fait le plus de travail sur ce domaine-là, là, des 4 grandes revues médicales internationales. Et depuis 2019, ils ont publié pas mal d'articles sur ces questions de l'influence dans la recherche, dans la formation, dans la clinique. Donc voilà, si vous avez envie de creuser et de manière très récente, actualisée, et puis ils continuent à publier en plus des choses dans cette série, ils font un super travail. Une remarque parmi nos intervenants? Et sinon, est-ce qu'il y aurait une toute dernière question avant une petite pause? Il est 10h50, donc nous avons bien un peu débordé le timing, mais au contraire, je pense que c'était très intéressant. N'hésitez pas. De toute façon, c'est pas grave. Si vous avez des questions qui viennent après, voilà, de toute façon, on pourra les remettre sur le fil de discussion, on pourra en débattre tout à fait ensemble, je pense. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause de 10 minutes. On laisse tourner la session et voilà, le temps de faire une petite pause tous chacun et on revient pour 11h pour la présentation. Donc, on va partir. Donc, c'est un très bon enchaînement avec toutes les questions qui se sont posées avec la partie donc pédagogique. Comment peut-on essayer de mieux se former, de mieux former nos étudiants à travers 2 expériences. Donc, l'expérience de la FACRIP à Bordeaux grâce à l'intervention du docteur Marco Romero et aussi l'expérience de la formation des journées critiques de Nice avec une coprésentation, donc avec docteur Adrienne Barbarou que vous avez déjà pu entendre et intervenir, et de Robin Jaouan qui est arrivé entre-temps, qui est interne en psychiatrie, voilà, qui a largement participé à ces journées lorsqu'il était externe, même les accords organisés. Voilà, donc je vous propose qu'on se retrouve d'ici une petite dizaine de minutes et donc à tout de suite.